Téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition de l'entretien de Dimanche c'est politique, dédié aujourd'hui à un sujet qui nous concerne tous, l'avenir de notre pays. Imaginez un Bénin vibrant, prospère, où chaque citoyen trouve sa place et contribue à un développement harmonieux. Ce n'est pas un rêve lointain, mais la promesse que porte Bénin Alafia 2060, un monde de splendeur, plus qu'une vision, un contrat pour l'avenir, dans un monde en constante évolution où les défis se multiplient et les opportunités se redessinent, se projeter loin est non seulement une nécessité, mais une véritable feuille de route pour les générations futures. Nous avons des programmes d'action et des plans de développement à court ou moyen terme, certes, mais qu'en est-il du cap lointain, mesdames et messieurs, de cette étoile polaire qui doit guider chacune de nos décisions, chaque investissement, chaque réforme? C'est précisément l'objet de cette vision, Bénin Alafia 2060, un monde de splendeur, plus qu'une vision donc, je le disais, un contrat pour l'avenir, mais pourquoi une projection si lointaine? Quelle est sa valeur ajoutée par rapport aux outils de planification existants et surtout comment cette vision a-t-elle été construite? Est-elle le fruit d'un groupe d'experts ou le reflet réel des aspirations profondes des Béninoises et Béninoises? Pour éclairer ces questions fondamentales et bien d'autres, nous avons le privilège d'accueillir dans notre studio aujourd'hui Dr Syria Kedon. Il est le directeur des politiques publiques de développement au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, et celui dont l'expertise sera certainement précieuse pour évidemment décrypter les enjeux de cette vision qui nous a été présentée, surtout dans la transmission à l'Assemblée nationale, a été annoncée en Conseil des ministres ce mercredi. Bonjour, Monsieur Edon. Bonjour, Madame la journaliste. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté de vous rendre disponible pour cette question que vous connaissez plus trop bien. Alors, on va y aller. Voilà, justement, on va y aller. Et comme certainement nombre de Béninois, on s'interroge pourquoi une vision quand on a déjà un programme d'action du gouvernement et surtout quand on a aussi un plan national de développement. Merci beaucoup. Encore une fois, merci de m'inviter sur ce plateau pour parler de ce travail, de ce document qui est le fruit de près de 2 ans et demi maintenant de travail et qui a mobilisé beaucoup de Béninois. Je reviendrai après sur la méthodologie. La question que vous posez est tout à fait légitime. Mais avant, je vais rappeler un peu comment marche au Bénin le système national de la planification. D'accord. Après la conférence nationale de 90, il y a eu une assemblée sur notre système de développement et le Bénin a adopté un système à 3 niveaux. La prospective pour le long terme, la stratégique pour le moyen terme et la programmatique pour le court terme. Et c'est 10 ans après que ce volet prospective a été concrétisé en 2000 par l'adoption par le gouvernement de la vision Bénin Alafia 2025, qui a permis de combler alors un vide qui existait dans la planification. C'est important de voir loin. La programmatique, qui est le PAG par exemple, résout les problèmes à court terme, court moyen terme. Et la stratégique permet d'aller un tout petit peu plus loin. À moyen terme, c'est ça qui est représenté par le PND. Et la vision, on est vraiment dans la prospective. On voit plus loin, une génération au minimum, pour se dire comment on rêve, quel est le futur possible qu'on peut avoir. Et quand on prend les pays qui ont réussi vraiment à se développer et à mettre leur action sur le temps, il a fallu inscrire l'action du gouvernement dans la continuité. Et ce qui donne la balise pour cette continuité dans le temps, c'est le document prospectif, c'est les études prospectives de long terme. La Chine, par exemple, sa vision, c'était près d'une centaine, c'était 100 ans. Et il y a d'autres pays où c'est 25 ans. Nous, on a fait l'option de 35 ans. Et cette option est guidée par non seulement le cadre légal, mais aussi par le symbole que représente 2060 pour les Béninois.
vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2060, le Bénin aura 100 ans d'existence Oui. en termes d'indépendance. Mm. Et donc, dans ce cas, on dit quel est le Bénin que nous rêvons après un siècle d'indépendance. D'accord. Alors, je veux bien vous demander pourquoi c'est vous qui vous sentez aujourd'hui obligé de faire encore une prospective sur 35 ans. Bon, c'est vrai qu'Alafi est fini sur vous, ça il faut l'admettre, on va revenir sur son évaluation. Mais vous pouvez finir également ça, et laisser voilà, le pays sans... Mais c'est ça un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable doit planifier ce qu'il doit faire. Et ces 10 dernières années, il a ramené, le gouvernement de la rupture a ramené la planification au cœur de l'action gouvernementale. Et ça s'est matérialisé par le PAG et le PND, qui n'est rien d'autre que ce qui avait été prévu dans Alafia. Donc, Alafia a été ramené au cœur de l'action gouvernementale à travers le PND. Alafia avait prévu avait fait 3 phases de 10 ans. 2 phases de 10 ans, pardon, et une phase de 5 ans. Et sur les 2 phases de 10 ans, chaque phase et la phase de 5 ans, chaque phase devait être représentée par un plan national de développement, ce qui n'avait pas été fait. Ah, d'accord. Et donc, il y avait ce vide-là qui existait. Et le gouvernement actuel a comblé le vide en faisant le dernier plan de 10 ans qui a été le PND 2018-2025, qui finit en 2025. Et donc, l'absence du PND qui devait permettre de décliner Alafia au premier niveau a fait que l'opérationnalisation d'Alafia a péché. Et donc, pour que le gouvernement a comblé ça en arrivant, pour ne plus avoir ce même vide dans le système national de planification, il a donc été décidé de ne pas laisser Alafia à échéance, de l'évaluer et d'élaborer une nouvelle vision qui permet de consolider les acquis de Alafia, mais aussi les bonnes pratiques qui ont été faites ces 10 dernières années. En lançant la projection de 2060, vous avez évalué 2025, on a vu le séminaire qui a eu lieu. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Alafia 2025? Alors, une évaluation dit ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Laissez-moi vous dire d'abord ce qui a été bien avec l'arrivée d'Alafia et ce qui a été moins bien. On ne dira pas que ça n'a pas du tout été bien, mais on a appris de la mise en œuvre d'Alafia. D'abord, en termes d'opportunités, lorsqu'on interroge, on se rend compte qu'à l'époque, selon les besoins du Bénin, des Béninois de 2000, ce document était opportun et adressait réellement ce que voulaient les Béninois de 2000 dans 25 ans. Il a aussi permis de consolider d'une manière ou d'une autre le système de planification et de développer la culture de planification au Bénin. Et a permis aussi, pour finir, l'introduction, par exemple, de la prospective en formation au niveau du Bénin pour les étudiants qui sont en planification. Ils ne faisaient pas la prospective avant que Alafia n'arrive. D'accord. Et ce que nous avons retenu de sa mise en œuvre, c'est qu'à un moment donné, le document a été abandonné. Et il y a eu beaucoup plus une priorisation des agendas de court terme qui étaient des agendas internationaux, tels que on a parlé des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté, les SRP, les DSRP qui aussi ont existé, et nous avons eu les OMD entre-temps. Mais Alafia même n'était pas normalement décliné comme il devait se décliner, comme je le disais tantôt. Et pourtant, ce sont des experts qui ont travaillé là-dessus. Oui, le régime qui est élaboré à Alafia, c'était en fin de mandat en 2000 et un autre commençait en 2001. Seulement que ceux qui commençaient en 2001, c'était quand même le même régime. C'était toujours le régime Kérékou. C'était sous Kérékou qu'Alafia a été élaboré. Kérékou 1 et Kérékou 2 devaient continuer, mais ils n'ont pas réellement opérationnalisé ce qu'ils ont continué. Et le régime qui est arrivé après en 2006 n'a pas non plus opérationnalisé Alafia. Et donc, il s'est révélé dans l'évaluation que le document était peu connu des Béninois. Et il n'y a pas eu vraiment une grande publication autour, une grande dissémination autour. Il a aussi révélé que... Quand vous consultez les Béninois pour prendre leurs aspirations, vous avez l'obligation de vulgariser le document final. Exactement. Ce qui n'a pas été fait. Ça a été très peu vulgarisé et donc très peu connu des Béninois, et même sauf les professionnels du métier. Et la dénomination était aussi très longue, ce qui fait que les gens n'arrivaient pas justement à retenir ce qu'il y avait dans Alafia. Et il a été montré aussi que il y a eu, durant toutes ces périodes, une discontinuité dans l'action gouvernementale.
le rétropédalage souvent fréquent, la remise en cause au changement des régimes de ce qui avait été fait. Et donc, du coup, le groupement n'a pas été opérationnalisé totalement dans sa phase. Aucune balise n'a-t-elle été mise pour garantir À une l'époque, il n'y avait certaine pas de balise survie légale. Il n'y avait pas de balise légale. Il y avait des recommandations. Notamment, il devait y avoir l'élaboration d'une loi cadre sur la planification du développement, qui était un des dispositifs de Alafia. Ça n'a pas été élaboré. Et donc, il n'y a pas eu une disposition légale qui contraint les régimes à venir à l'adopter. Et donc, chacun a fait avec sa propre vision à chaque fois qu'il venait et a un peu mis de côté la vision des Béninois. Donc, en clair, on a travaillé pour rien, c'est ce que vous dites. Je ne dirais pas qu'on a travaillé pour rien. Il y y a eu une consultation des Béninois en 2000 qui a donné une vision pour le pays. On dit en 2025, voilà le pays dont nous rêvons. Quand les régimes successifs sont arrivés, jusqu'à 2016, ces régimes n'ont pas réellement opérationnalisé totalement Alafia. Il y avait des pans qui sont opérationnalisés, mais la déclinaison qu'il fallait du document pour que ce document puisse être intégré dans les plans stratégiques des ministères et dans les différentes politiques au niveau sectoriel n'a pas été faite. Et c'est ça qui a été comblé en 2016 par l'élaboration du PND. On va revenir sur ça. Et après, les PRG qui ont découlé. Au vu de ces insuffisances, n'est-ce pas justement la preuve que ces documents sont juste élaborés pour satisfaire les partenaires techniques et financiers dans une certaine mesure? Non, vous savez, justement, les partenaires techniques et financiers, lorsqu'ils ont un cadre de planification bien précis, bien réglementé, ils s'inscrivent dans l'agenda national. Ils n'imposent pas d'agenda. Par contre, quand il n'y en a pas, ils amènent un agenda et c'est leur agenda qui est opérationnalisé. Donc, de 2000 à 2016, ce qui s'est passé, le cadre a été défini. Mais le cadre défini n'a pas été réglementé. Et donc, du coup, tout ce qu'il fallait comme document de planification avec lesquels on pouvait discuter avec les partenaires n'existait quasiment pas. Et donc, les agendas tels que les OMD, les SRP et autres ont été des documents qui ont été conduits par les partenaires et appuyés pour que ces documents soient élaborés. Mais actuellement, nous avons pris des balises puisqu'on a appris de l'évaluation des Alafia. Les premières balises a été de réglementer le cadre national de la planification. Et c'est pour ça qu'il a été pris en février 2022 une loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Donc, on a mis ensemble la planification, qui est le premier pan de la redevabilité, et la redevabilité pour consolider encore la culture de planification et développer la culture de l'évaluation et de reddition de comptes. Donc, la loi cadre maintenant impose l'élaboration des documents tels que la vision et les documents qui doivent les décliner. L'article 8 et 9 dit que la vision doit être déclinée par des plans nationaux de développement qui auront des durées de 10 ans. Et que la vision et ses plans et la déclinaison du plan se fera par un programme d'action de gouvernement. Et chaque gouvernement qui vient a obligation en 3 mois de soumettre aux Béninois son plan d'action. Et ces plans d'action doivent être évalués régulièrement, à mi-parcours et à la fin, et rendre public. La vision aussi a cette obligation d'évaluation et le PND aussi a l'obligation d'être évalué. Et l'Assemblée nationale peut demander l'évaluation de ces documents si le gouvernement ne le fait pas. OK. Et c'est sur quelle période l'évaluation? On a les évaluations à mi-parcours et à la fin du document avant le renouvellement d'un autre gouvernement. Donc, ces évaluations sont obligatoires et ces documents doivent exister, ce qui n'existait pas avant. Donc, aujourd'hui, la loi cadre impose que lorsqu'un gouvernement va arriver, son programme d'action doit tenir compte de ce qu'il y a, doit être en synergie, arrimé à ce qu'il y a dans le PND sur la phase de développement déclinée par la vision. Donc, pour éviter qu'il y ait ce plan, on a élaboré la vision et on a tout de suite entamé les travaux pour que le premier PND 2026-2034 soit disponible, 35 soit disponible. Pour que quand le gouvernement va arriver,
il dira simplement, voilà ce que vous avez voulu et voilà comment moi je pense mettre en phase cette période que vous aviez décidé pour votre développement. Donc, une opérationnalisation réelle. Et deuxième chose qu'on a prévu, on a veillé à ce que l'intitulé soit court cette fois-ci, puisqu'il dit, à l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, prospère, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. Ça, c'est moins long déjà que Alafia. Mais on a encore pris une dénomination encore plus courte pour que, à chaque fois que quelqu'un dira la vision de notre pays, c'est la paix, le bien-être commun et le rayonnement, il dit la même chose. Ça veut dire qu'un gouvernement qui arrive, s'il veut vraiment élaborer un document, présenter un programme d'action au gouvernement, aux Béninois, ce programme d'action doit être construit autour de ces piliers-là, que sont la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement international. Donc, s'ils ne le conçoivent pas autour, les Béninois sont en mesure de dire non, c'est pas ce que nous voulons et le sanctionner d'une manière ou d'une autre. Donc, ces balises ont été prises et on a prévu de faire une grande dissémination du document pour que sa mise en œuvre soit réelle aujourd'hui, ce qui n'avait pas été fait dans Alafia pour Alafia 2025. Alafia 2025, pour quitter définitivement cette vision que nous venons d'achever, a été exécutée à quel pourcentage, si je peux poser Alors, c'est difficile pour des visions de parler de pourcentage. Parce que ça donne des orientations de développement, des orientations stratégiques. Et ces orientations stratégiques, vous vous dites après comment vous pouvez le faire à partir des PND. Et le problème aussi de Alafia, c'est qu'il n'y avait pas un cadre de performance assez clair avec des indicateurs qu'on pouvait vraiment mesurer. Quand on dit un pays phare, comment on évalue un pays phare? Donc, c'était... Qu'il fasse bon vivre tout au moins, mais on ne parle plus que jamais de vie chère. Hein? Non, je suis d'accord. Donc, dans une certaine mesure, cette affaire a échoué. Non, du tout. Bon, les Béninois se plaignent davantage. Non, l'inflation... C'est vrai qu'il y a l'évolution du marché. L'inflation est quelque chose qui accompagne le développement. Tous les économistes vous diront que lorsqu'on amorce un développement, il y a toujours une inflation. Parce que quand vous êtes développé, le pouvoir d'achat, la production nationale croît. Et donc, comme il y a plus de richesses, plus de personnes qui ont accès, ils demandent plus. Et donc, si la production ne suit pas la demande, il peut y avoir inflation. Et l'inflation que vous voyez ici aussi, c'est quand même aussi dû à une crise au niveau mondial qui contamine tous les pays. Quand vous sortez un peu du Bénin, vous allez voir que le Bénin fait partie des pays où vous avez l'inflation la plus faible possible, même dans la sous-région. Sans parler même des États-Unis, de la France, où que tout le monde se plaint de la vie chère et autres. Donc, nous sommes dans une phase d'amorçage de notre développement. Dans la planification, on anticipe beaucoup. Si, l'anticipation se fait dans la planification. Mais on peut aussi anticiper. La question n'est pas d'empêcher que les chocs arrivent. La résilience par rapport aux chocs. Si on n'avait pas anticipé et pris des mesures qui permettaient d'atténuer notre niveau d'inflation, on sera plus en train de pleurer aujourd'hui que de dire que la vie est chère et qu'on le supporte quand même. Donc, il faut voir ce volet-là. Et donc, pour revenir à Alafia, il n'y avait pas eu des indicateurs clairs. On a corrigé ça aussi dans le nouveau, ce qui va permettre de pouvoir avoir une évaluation en termes de chaque indicateur, quel niveau on a atteint. L'un des rares indicateurs qu'il y avait dans Alafia, c'était le taux de croissance. Qu'on voulait un taux de croissance à 10 chiffres. On ne les a pas atteints, à 2 chiffres, pardon. On ne les a pas atteints. Et il y avait quelques autres indicateurs. Mais on ne peut pas dire c'est mis en œuvre à 20%, 30%, 40% parce que une vision ne peut pas être évaluée ainsi. D'accord. Vous avez dit que vous avez appris des échecs de Alafia 2025. Vous avez fait une évaluation sommaire de cette vision qui est échue. Maintenant, avant la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale, vous avez dit avoir consulté des Béninois. Qui ont été ces Béninois qui sont ces Béninois qui ont été consultés et comment cette vision a été, je vais dire, co-construite? Ok. Alors, la première chose pour qu'une vision soit opérationnelle, il faut qu'elle soit légitime.
Et la vision tient sa légitimité de l'adhésion des populations. Et donc, pour qu'ils puissent adhérer, il faut les impliquer dès le départ. Et c'est la méthodologie qu'on a utilisée. On a collecté non seulement les perceptions des Béninois, c'est-à-dire, ça c'est l'analyse qu'on appelle en jargon scientifique rétrospective, pour savoir depuis 2000 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de l'évolution de leur pays et quelles sont les difficultés possibles qu'ils ont, où est-ce qu'ils pensent qu'on doit pouvoir corriger, qu'est-ce qu'ils pensent qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et nous avons aussi collecté les aspirations. Comment ils rêvent le Bénin de demain, à partir de 2026 jusqu'en 2060. Et pour faire ça, nous avions divisé les domaines. On a identifié 11 domaines, d'accord, qu'on a appelé expertise, E comme économie, S comme société, P comme politique, E encore comme expertise, E encore comme environnement, S comme social, T comme technologie, I infrastructure et S encore sécurité. Parce que c'est des sous-groupes nouveaux qui ont émergé et nous avons l'éducation à la fin, que nous avons voulu amener comme un domaine à part parce que, comme on dit, nous n'avons que d'hommes comme richesse au Bénin. Et donc, le capital humain, c'est très important. Et donc, quand nous avions divisé comme ça, maintenant, nous avons mené des enquêtes auprès des Béninois. Il y a une enquête ménage qui a été menée par l'INSTAD où il y a eu près de 12 000 Béninois sur tout le territoire de 18 ans à plus qui ont été interrogés, suivant une méthode d'échantillonnage représentative de la population béninoise. Nous avions mené, parallèlement à ça, des focus group à l'intérieur du pays, dans les 77 communes. Et il y a eu plus de 7 900 participants à ces focus Comment les avez-vous choisis? Les focus group, on les a, pour l'enquête individuelle, c'est l'échantillonnage aléatoire qu'on fait souvent dans les enquêtes, puisque vous ne pouviez pas interroger les 10 millions des Béninois. On est obligé d'échantillonner et d'avoir un échantillon représentatif jusqu'au niveau département et commune. Et c'est ce qui a été fait par l'enquête de l'INSTAD. Il y a des méthodologies scientifiques pour ça. Pour les focus group, nous avons raisonné. On s'est dit, on veut des groupes avec une possibilité que tout le monde parle. Les enfants, les jeunes, puisque c'est les enfants qui sont concernés. Bien sûr. En 60, si nous on est encore là, on va remercier Dieu. Oui, exactement. Les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes, les hommes et les personnes influentes, donc les religieux, têtes couronnées et autres, à part. Et on a fait des groupes homogènes. Et dans chaque commune, on a interrogé autour de 100 au minimum par personne. On se retrouve à la fin. Et après, il y a maintenant ce qu'on appelait des focus group au niveau et des interventions individuelles pour les personnalités. Donc, il y a les anciens présidents de la République, les présidents de l'Assemblée nationale, les différentes institutions du Bénin actuelles et anciens. Et on a eu aussi à interroger les forces constituées, telles que les forces de sécurité, l'état-major, ainsi de suite, puisque tous les plans étaient interrogés. Donc, au final, on s'est retrouvé à plus de 22 000 Béninois qui ont été interrogés. Et nous avions, pour la diaspora, fait une enquête en ligne pour que ceux qui ne soient pas au Bénin puissent aussi dire leurs mots. Donc, il y a eu une enquête en ligne et des Béninois y ont participé. Et en plus de ça, maintenant, moi-même personnellement, j'ai eu à faire un focus group avec le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur pour expliquer le concept. Ils ont donné leur contribution et à chaque fois, il y a eu des manifestations des Béninois qui ont voulu intervenir, des corps constitués ou non constitués qui nous ont envoyé des mots et des propositions qui ont été impliquées. Et ce qui est nouveau là, c'est qu'on a utilisé l'enquête en ligne aussi pour les Béninois qui ne sont pas présents, ce qui n'était pas le cas pour Alafia. Deuxième chose, Alafia, c'était 2000 personnes seulement qui avaient été interrogées. On a 10 fois plus aujourd'hui.
pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et en plus, la représentation nationale va encore lire le document actuellement et encore y mettre sa touche. Et pour finir, nous avons constitué une base de données des experts et l'instruction que nous avons reçue de la plus haute autorité, cette réflexion doit se faire par des Béninois. Donc, les experts sont des Béninois. Ils peuvent être au Bénin, ils peuvent être à l'extérieur, mais c'est des Béninois. Il faut être de nationalité béninoise pour participer. Et cette banque de données que nous avons construite, il y a eu 500 personnes qui étaient dans cette base de données. Quand on multiplie maintenant les différents ateliers pour traiter les données, pour discuter, pour élaborer le document, jusqu'à arriver à la phase finale de l'élaboration du document, il y a plus ou moins 300, 400 experts béninois qui ont participé. Et donc, c'est une réflexion bénino-béninoise. Et si je rajoute tout ça avec tout, donc on dépasse les 22 000, 23 000 personnes qui ont vraiment participé à l'élaboration de ce document. Donc, ça n'a pas été fait dans un bureau ou enfermé au milieu des gouvernements, parce que dans les différents ateliers que nous avions faits, il y avait le secteur privé, il y avait les membres, il y avait l'administration publique, il y avait comment on appelle, des personnes de la société civile et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très enrichi et avec des experts qui sont venus de partout, des universitaires, des non-universitaires, qui résident au Bénin ou pas, mais que des experts béninois. Alors, vous avez dit que la démarche, c'est de recueillir leur état des lieux qu'ils font du Bénin actuel et également leur permettre de se projeter en 35 ans. Quel est l'état des lieux des Béninois? En tout cas, pour ceux que vous avez entendus, quel état des lieux ils font? Alors, lorsque nous avons fait l'analyse, la collecte des perceptions, il avait été clair qu'il ne s'agissait pas de juger un régime. La collecte, c'est depuis Alafia 2000 à aujourd'hui, qu'est-ce que, selon les orientations possibles que vous avez pu avoir. Globalement, les Béninois sont optimistes. Ils disent que la perception du pays n'est pas mal. Chacun évolue à son rythme. Nous avons connu des accélérations d'évolution ces dernières années, mais il reste des problèmes qui persistent, tels que les inégalités persistent et que la pauvreté persiste encore. Malgré les efforts que chacun des régimes successifs ont fait et malgré l'accélération que nous avons pu connaître ces dernières années. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de l'avenir, est-ce qu'ils sont optimistes? Ils sont optimistes et ils ont donné les domaines dans lesquels il faudrait agir pour que l'avenir puisse être ce qu'ils aimeraient avoir. Alors, on parle d'un Bénin de splendeur. Qu'est-ce qui fait rêver autant les Béninois que vous avez consultés? Je préfère ajouter que vous avez consulté parce que bon, moi, j'ai pas été consulté, mais vous avez expliqué que vous avez procédé par échantillonnage. On comprend. Qu'est-ce qui fait rêver ces Béninois-là? Alors, ce qui fait rêver les Béninois, c'est qu'ils rêvent d'un monde, d'un Bénin où il va faire bon vivre. D'un Bénin où il va y avoir la paix. Chaque 35 ans, on peut rêver de ça. D'un Bénin où il va y avoir la paix et d'un Bénin où que le Bénin a le rayonnement international. Maintenant, ils disent que lorsqu'on prend le Bénin, l'homme béninois peut opérer et la magie collective peut arriver si nous mettons tous ensemble l'intelligence collective ensemble. Et c'est dans ce sens-là que nous parlons d'un pays de paix et bien gouverné. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble et travailler comme il se doit. Et de la collecte des aspirations, il a émergé ce qu'on appelle des scénarios. Avant d'aller choisir le scénario le plus probable possible, c'est ça. Donc, nous avions eu 4 scénarios. Il y a eu l'idéal, l'optimiste, le critique et catastrophe, qui dit, bon, tout est la ruine totale. Le critique, c'est le scénario d'alarme, parce que lorsqu'on a interrogé, en fait, quand vous interrogez comme ça, il y a des traitements qui sont faits et il y a, selon une méthodologie scientifique bien précise, qui permet d'identifier les acteurs clés qui gouvernent le système bénin, mais aussi les paramètres clés sur lesquels il faut agir pour faire avancer le système bénin. Et parmi ces paramètres, ils sont
classés sous plusieurs niveaux. Il y a les paramètres qu'on appelle dominants. Ce sont les paramètres influents sur lesquels vous pouvez agir. Il y a les paramètres résultats et il y a d'autres qui sont neutres, qui ne n'apportent pas. Et les acteurs, c'est pareil. Et on analyse au niveau des acteurs le rapport des forces entre les acteurs pour savoir quels sont les acteurs dominants, les acteurs dominés et les acteurs autonomes. Et ça permet de bien connaître le système bénin. Et quand vous connaissez bien le système comme ça, vous arrivez maintenant à dégager des différents scénarios à partir de la combinaison des sous-systèmes qui donnent le système bénin. Je n'ai pas voulu rentrer dans les domaines parce que c'est très technique, mais c'est ça qui permet d'avoir un document prêt maintenant qui donne le scénario et comment faire pour que ce scénario devienne réaliste. Et c'est le scénario optimiste que nous avions choisi qui montre un Bénin rayonnant malgré les soubresauts qu'il peut y avoir au niveau international. Et donc, ça vient de ce que les Béninois attendent. Maintenant, on va définir cela en chaque phase. Et pour opérationnaliser chaque phase, on sait les variables, les paramètres sur lesquels il faut jouer, les acteurs qui doivent porter et les actions qu'il faut faire. Et c'est ça qui va être mis dans le PND. Et chaque gouvernement va arriver maintenant, va dire, pas mon PAG, pour atteindre les 5 premières années de votre 10 premières années que vous avez définies. Voici les projets concrets et voici les réformes concrètes que nous devons faire. D'accord. Alors, je vais dire, quels sont les leviers sur lesquels il faut travailler pour atteindre en tout cas, cet optimisme-là? Ça dépend. Il y a plusieurs phases. Il y a des phases. On a les paramètres qui sont apparus souvent. C'est le capital humain d'abord. Il y a la technologie. Il y a la cohésion sociale. Il y a la bonne gouvernance et la reddition des comptes qui sont des paramètres qui sont apparus. Et au niveau des acteurs, l'acteur le plus dominant qui ressort normalement, c'est l'exécutif, suivi du Parlement et des institutions de la République et des PTF. Et on voit d'autres acteurs qui sont là, tels que les forces de défense, pour préserver la sécurité et autres. Donc, je pense qu'on a ces différents paramètres aujourd'hui et on a ces orientations aujourd'hui. On sait ceux qui auront la responsabilité de conduire le destin de nos pays, comment se passent les rapports de force et chacun peut jouer sur ces rapports de force pour pouvoir y arriver. Donc, en fait, tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été fait vient de la collecte des aspirations, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a eu des études monographiques qui ont été faites. On a fait 11 études monographiques. Ça veut dire quoi? On prend chaque domaine. On prend chaque domaine. Quand je prends le domaine de l'éducation, on va faire des études exploratoires pour voir comment ce domaine est aujourd'hui, comment il évolue, qu'est-ce que nous devions faire pour pouvoir, et doit dégager après les grands problèmes qu'on rencontre dans le problème. Et vous avez combien de domaines stratégiques comme ça? On avait fait 11. Et je l'avais dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'économie, de la politique, de l'expertise, le domaine d'expertise dont on a parlé. Donc, on a fait ces études-là et de là, ça a découlé des études transversales pour la gouvernance et deux autres qui ont découlé. Donc, on a fait toutes ces études-là, en plus la collecte des aspirations et tout ce qu'on a pu avoir comme information et le traitement de données de la collecte des aspirations. C'est tout ça mis ensemble qui a permis de faire un bon diagnostic du système bénin, de comprendre les paramètres et les acteurs qui gouvernent le système bénin et maintenant arriver à proposer la vision que vous avez pu avoir et les orientations stratégiques et les objectifs stratégiques qui suivent. Bon, le projet de loi, on ne l'a pas encore. Vous essayez de le monnayer un peu pour les téléspectateurs aujourd'hui. Oui, on ne l'a pas, vous l'avez transmis à l'Assemblée. Ça va faire le circuit de l'Assemblée. Le projet de loi a été transmis à l'Assemblée. Les députés vont faire le débat. Mais en tant que journaliste, vous pouvez aussi l'avoir en vous rapprochant de l'Assemblée nationale. Alors, on se rapprochera de vous, c'est vous qui avez transmis. Ce n'est plus de notre propriété, pas que c'est arrivé chez eux. Cela nous permettra au moins de décortiquer les éléments que vous y avez mis afin de mieux vulgariser en attendant, bien évidemment, que l'Assemblée fasse le travail. Non, tant que le débat se fait, on ne peut pas vulgariser, puisque c'est à la fin, selon... Oui, à la fin de l'adoption. Que ça peut se vulgariser. Puisqu'il peut y avoir toujours des amendements que les députés peuvent avoir. Comment on finance cela, le financement de ce projet? Alors, la vision Bénin 2060 a été financée entièrement par le gouvernement béninois. Il y a eu un projet dédié
qui est le projet de renforcement de la réflexion prospective au Bénin. Et ce projet c'est un effort qui a été fait vraiment par le gouvernement béninois. Au départ, on avait un partenaire qui est resté, qui est le PNUD, qui devait nous aider à mobiliser, mais à un moment donné, quand on avait des difficultés de mobilisation, le président de la République a dit, c'est notre chose, c'est notre affaire, c'est notre avenir qui est en jeu, nous sommes prêts à mettre le budget national à contribution. Donc, à plus de 98%, c'est le budget national. D'accord. Bon, je vais poser une question profane parce que c'est plus votre domaine que le mien. Alors, quand on a une vision comme ça et que les gouvernements qui viennent doivent s'en inspirer pour fondre leur programme d'action, est-ce qu'il leur est loisible de définir les partenaires qu'ils doivent choisir pour les accompagner dans la matérialisation de ces programmes, toujours dans la droite ligne de la vision tracée? Bien sûr, l'exécutif, la loi, la Constitution lui donne le pouvoir de mise en œuvre de la politique publique. Donc, il pourra dire avec qui il veut travailler et comment il veut travailler. Mais la vision lui dit, voilà les acteurs avec lesquels tu peux travailler si tu veux atteindre un certain objectif, et voilà les paramètres sur lesquels vous pouvez jouer si vous voulez atteindre l'objectif qui est dans la vision. Donc, ça veut dire que c'est une balise, en fait. C'est une balise que le gouvernement qui arrive, les gouvernements successifs ont, et ils sauront aussi en même moment que, et comme nous mettons des différentes phases avec des programmes intermédiaires, ça fait que on n'a plus de discontinuité dans l'action gouvernementale et on n'aura plus de rétropédalage. Donc, vous avez mis les garanties suffisantes pour que quand il y a changement de politique ou de régime, même si c'est l'opposition qui prend par exemple le pouvoir en l'opposition d'aujourd'hui qui prend le pouvoir en 2026, que cette vision soit honorée et respectée. Normalement, des balises sont prises. Quand on commence pas à dire normalement, ça ne rassure plus là. Non, soyez rassurés. Ça rassure plus, c'est le reproche que vous avez fait. Soyez rassurés. J'ai parlé de la loi cadre qui impose au gouvernement de respecter la vision. Pour pouvoir changer, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Sinon, tu ne pourras pas changer. C'est l'objectif d'ailleurs de tout gouvernement. Oui. Sinon, tu ne pourras pas changer. Deuxième chose, on a un cadre institutionnel. À partir de la loi, il y a des organes de contrôle qui sont mis dans la loi, qui doivent être installés. Et nous avons déjà des décrets qui vont créer ces organes-là, notamment le Conseil national de la planification. Le décret est en train d'être pris pour qu'il soit mis en place. Il sera le garant de la mise en œuvre. Troisièmement, les députés, en demandant les évaluations successives de la mise en œuvre des programmes du gouvernement, des programmes d'action du gouvernement, des plans nationaux de développement et de la vision, pourront faire le suivi. La société civile doit faire la veille parce qu'elle aussi, elle peut faire le suivi et demander les évaluations ou initier des évaluations de ces documents-là. Et quatrièmement, nous avons dit que nous allons faire une grande vulgarisation. Et nous sommes en train de prévoir actuellement l'opportunité d'inscrire la vision dans les curricula de formation pour que les gens sachent ce qu'il y a dedans. Et pendant la campagne, si un gouvernement vient vous dire quelque chose, vous devez pouvoir dire non, c'est pas ça que nous on s'est dit, nous les Béninois. Et c'est ça que nous disons. Après tout, en démocratie, la veille vient du citoyen. Même si vous aviez les bons tests, si le citoyen ne fait pas la veille qu'il faut, si le citoyen ne participe pas à la gestion de l'État, il sera comptable après de ce qui a été fait. Et nous avons choisi la démocratie, donc il y a les tests, il y a le cadre réglementaire, mais nous comptons aussi sur la bonne diffusion et le fait que les citoyens y veilleront aussi. Vous-même, vous l'avez dit, si le gouvernement qui vient en place a une majorité pour procéder à toute révision qu'il a envie de faire, est-ce que vous avez mis la balise qui peut-être ça serait irresponsable parce qu'il aurait trahi où est l'irresponsabilité s'il a eu sa majorité? Il aurait trahi la confiance des Béninois puisque les Béninois ont dit voilà notre vision. Et l'Assemblée nationale qui représente les Béninois confirme cela par une loi en disant voilà ce que les Béninois veulent. Et quand vous arrivez en faisant campagne en disant nous allons réaliser votre rêve et une fois sur place,
vous faites le contraire de ce que vous avez dit, c'est une trahison. Réagissement. Et ils seront... Réagissement n'est pas forcément non. opposé. Vous aviez dit annuler la loi cadre. Prendre une loi Bon, pour cas, changer réviser, la loi, pour changer réviser, la loi cadre. La loi cadre, ce que la loi cadre lui dit, c'est de respecter la vision des Béninois. Si c'est pour dire, prendre une loi qui dit je ne veux pas respecter les visions des Béninois, c'est autre chose. Ne peut pas. Et quand une vision qui a fait tout ce travail qui a été fait, toute cette collecte, qui est allée jusqu'à l'Assemblée, si vous voulez changer la vision, vous deviez normalement repartir vers les Béninois. Donc, si vous êtes élu sur la base de quelque chose, d'un rêve des populations, et qu'au final, vous arrivez, vous dites non, je mets ça de côté, vous aurez trahi les populations. Et comme elles seront suffisamment outillées, puisqu'ils savent ce qu'il y a dedans, et nous allons veiller à ce qu'elles soient suffisamment outillées, elles vous pénaliseront aux prochaines élections, c'est simple. Peut-être mettre un degré ou un certain nombre d'années où un test n'est pas révisable, si je peux utiliser. Peut-être cette loi cadre ou en tout cas la vision ne peut pas être modifiée avant 25 ans, 30 ans. Là, on le met normalement dans l'article, on sait que c'est une garantie pour un certain nombre d'années. Non, il n'est même pas une question de dire de réviser une vision dans l'article. D'accord? Et dans le projet de loi actuel qui part, il est bien dit conformément à la loi cadre, parce qu'il y a la loi cadre qui est le fondement du projet de loi. Après, il y a aussi le législateur le verra. Si le législateur veut l'inscrire, ils peuvent l'inscrire. Nous, on est ouvert. On a envoyé notre projet. Le législateur décide après. Vous savez, lorsqu'on a fait la collecte des aspirations, les Béninois voudraient que la vision soit constitutionnalisée. C'est ce qui est ressorti majoritairement de la collecte des aspirations. Qu'est-ce que vous en avez fait? On ne peut pas, pour constitutionnaliser la vision, il faut réviser. Et on n'est pas opportun. Le prochain régime peut décider, par exemple, de la constitutionnaliser en révisant la vision. Et dans ce cas, on va réviser la loi cadre pour pouvoir constitutionnaliser la vision. Mais actuellement, c'est parce que le mouvement n'est pas opportun. Sinon, ce qui ressort des aspirations des Béninois, c'est de constitutionnaliser la vision. Là, c'est une garantie. Au moins, on sait qu'une constitution, on la révise au Bénin difficilement. Donc, on peut pas la toucher n'importe comment. C'est une bonne idée, mais comme vous l'avez dit, le régime peut-être suivant va décider. Alors, en 2020, quand on concevait la division 2025, il n'y avait pas vraiment encore Internet. Aujourd'hui, il y a Internet. Je veux qu'on consacre quelques minutes sur comment vous avez projeté le Bénin sur le numérique d'ici 35 ans. Alors, comme j'ai eu à le dire, la vision donne des orientations. Oui. Et l'une des variables clés qui peuvent être des variables motrices du développement du Bénin, c'est la technologie et l'innovation technologique. C'est ressorti comme étant des paramètres clés. Et donc, nous avons élaboré la vision autour de ces paramètres clés. Mais on ne pourra pas dire en 2060, on va être à tel niveau. Ça, c'est au niveau du plan de développement qui le dit. Donc, met les signaux pour dire voilà les domaines et les variables sur lesquelles vous devez jouer. Et maintenant, pour pouvoir jouer, on donne juste des orientations. Après, pour chaque phase, les plans de développement et les PAG viendront dire concrètement comment il faut le faire. C'est ça. Donc, parce que en fait, si on met tout dans la vision qu'on décline, le gouvernement n'aura plus de marge de manœuvre. Et c'est pour ça que la vision reste d'une manière ou d'une autre flexible parce que conçue sur des scénarios. Étant construit sur des scénarios, sa flexibilité fait que si le scénario rêvé ne se réalise pas et qu'un autre se réalise, il a dans la vision des mécanismes d'adaptation qui vont lui permettre de corriger et se revenir sur le scénario qui est rêvé. Donc, il faut laisser la latitude au régime de dire comment il pense opérationnaliser lui-même ce qui est prévu pour les 5 ans qu'il sera en place. Et s'il fait 10 ans, il prévoit la deuxième phase. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, si nous nous retrouvons en 2060, non encore, que Dieu nous prête vie et santé, Amen. Quels sont ces 2 ou 3 indicateurs majeurs qui nous diront peut-être oui, le Bénin a réussi sa vision, Monsieur Edon? On a des indicateurs, on a fait un cadrage macroéconomique et macro-social. Donc, nous avons des indicateurs économiques, notamment le PIB, notamment le taux de croissance, la baisse le niveau d'endettement, le niveau de notre balance commerciale. Et nous sommes partis en projetant sur la base d'une transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire qu'on aura de moins en moins
le secteur primaire, on aura le secteur des industries qui sera plus développé et le secteur des services aussi. Et le secteur des industries dans les industries de pointe et des trucs comme ça. Maintenant, on a des indicateurs. Donc, sur la base de ces indicateurs, on pourra dire si ça a été atteint ou pas. Vous me permettez de ne pas les dévoiler, les indicateurs. C'est là même la chose. Non, justement, la question, si moi je vous dis par exemple que lorsqu'on a projeté en 2060, notre PIB sera multiplié par 3. Et à l'Assemblée, après, on change, on dit non, venez à 2. Non. Non. Bon, ça, c'était un peu trop extrême, hein, quand même. Non. En fait, je me permets de ne pas rentrer trop dans les détails actuellement parce qu'il y aura des discussions. Et lors de cette discussion, quand cette discussion sera ouverte, quand ces discussions seront ouvertes, par exemple, on pourra commencer en ce moment-là à peut-être au grand public savoir ce qu'il y a dans le document. Les discussions n'étant pas encore totalement ouvertes, l'Assemblée a reçu, ils vont programmer. On va faire un séminaire parlementaire avec eux pour expliquer l'esprit, la démarche plus en détail. Et après, il y aura des travaux en commission. Et ces travaux en commission, ils peuvent nous inviter, on va venir, on va expliquer, on va travailler. Et c'est là que les discussions réelles vont commencer. Quand ces discussions vont commencer, ne soyez pas pressés, vous aurez les informations. D'accord, au fur et à mesure. Mais quand ces indicateurs que vous avez mis ne se seraient pas réalisés ou ces objectifs ne seront pas atteints, les Béninois auront légalement le droit de s'en prendre à qui? Aux personnes responsables, à commencer par les exécutifs. À commencer par l'exécutif qui met en œuvre la politique du gouvernement, qui met en œuvre la politique de développement. Et aussi aux organes de contrôle, que sont l'Assemblée nationale, puisque c'est eux qui doivent envoyer le signal d'alerte très vite, ne pas attendre. Et c'est pour ça que nous avions fait 4 scénarios. Il y a le scénario qu'on appelait idéal, où tout est beau, tout est bon. On s'est dit, est-ce que c'est réaliste? Et quand on a fait les projections, on a fait des cadrages macro-social et tout, sur la base de ça, on s'est dit, lorsqu'on voit comment notre pays évolue aujourd'hui, on aimerait l'avoir, mais c'est un idéal qui n'est pas réaliste. On a ce qu'on a appelé scénario catastrophique, où c'est la ruine totale, tous les indicateurs sont au rouge. On s'est dit, est-ce que, en tant que responsable, on va laisser un pays complètement s'écrouler sans réagir? On a dit non, on ne peut pas retenir ce scénario, c'est écarté. Il y a le scénario critique. Le scénario critique, c'est un scénario qui donne un signal lorsque, avant d'arriver au niveau catastrophe, on se dit à partir de quand on tire la sonnette d'alarme et on prend les mesures qu'il faut pour que le pays ne tombe pas dans le catastrophe. Donc, on l'écarte et on a pris maintenant le scénario optimiste qui est celui qui est rêvé, mais qui est réalisable au vu des transformations que nous avons connues ces 10 dernières années. Et donc, on se dit, si on ajuste et qu'on accélère et qu'on maintient le cap dans les bonnes pratiques, sur les bonnes actions, on doit pouvoir arriver à réaliser cela. Mais le scénario critique et scénario catastrophique reste en alerte. On garde ces indicateurs-là en alerte pour que, au moment où nos indicateurs vont commencer par approcher le scénario critique, on dit attention, il faut réagir et on réajuste l'action gouvernementale. Donc, c'est ça, en fait. Et c'est ça l'intérêt d'une vision, c'est de permettre au gouvernement d'avoir aussi des balises et d'avoir des points de repère pour se dire, est-ce que nous sommes bons? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller dans les dérives? Et ainsi de suite. Et comme les populations aussi, les cadres de secteur privé, toute couche de population, les élèves, les apprenants et autres, auront une idée de ces indicateurs-là, ils pourront se lever très vite et dire, ah non, là où vous êtes en train d'aller, on n'est pas d'accord, il faut corriger les choses. C'est ça l'idée de la vision. C'est pour ça que c'est quelque chose que, en fait, tout le monde doit l'adopter, s'en approprier et connaître réellement comment. Mais nous avons prévu sortir après, une fois que c'est adopté, des prospectives beaucoup plus accessibles au grand public. Et selon les cibles, sortir des résumés, de ces flyers qui vont leur permettre de pouvoir voir concrètement et avoir un peu les points qu'ils doivent retenir et savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller en tant que Bénin.
D'accord. Et pour ceux-là qui viennent de nous prendre au vol, alors, quels sont peut-être 3 éléments qui différencient 2060 de 2025 et qui montrent réellement aux Béninois que nous avons appris de nos erreurs de la première vision et nous nous sommes mieux projetés? D'abord, la première, c'est la loi cadre, Mmh. qui n'existait pas, qui a été prise. On l'a prise avant même de commencer la vision. Ça faisait partie des phases préparatoires de la loi, de la vision. Et il était important que notre cadre de planification et de redevabilité soit vraiment réglementé par une loi. Donc, on a un dispositif légal qui est là. Deuxième chose, au niveau de la méthodologie. À la FIA, c'était 2000 personnes. Plus de 22 000 personnes interrogées cette fois-ci, sans parler des experts qui ont participé. Et l'appel à l'intelligence artificielle pour traiter les données. Mmh. Nous avions eu un expert béninois d'ailleurs, un spécialiste d'intelligence artificielle, qui nous a aidés à traiter les données parce que le volume des données était beaucoup et nous avions peu de temps pour pouvoir les traiter de façon... Et ça a permis une intelligence artificielle à faire pour lui. Et après, nous, les hommes, maintenant, nous avons repris, relu, surtout la revue documentaire et autres pour pouvoir les traiter. Mmh. L'enquête en ligne, c'était nouveau. Parce OK. qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet aussi développé qu'aujourd'hui. Mmh. Donc, nous, on en a profité, ce qui a permis aux Béninois qui soient à l'extérieur, qui puissent répondre. La dénomination, le symbole, il y a le monde de splendeur, c'est un slogan. On n'avait pas eu ça pour le Bénin, à la FIA 2025. Et il y aura un symbole, il sera symbolisé par la maison Bénin. La maison, c'est l'endroit où il fait bon vivre, où on est en harmonie, et on aime rentrer dans une maison quand il règne la paix et que tout le monde est uni. Et donc, c'est le symbole de notre vision, c'est la maison Bénin. Et cette maison, bientôt, va être représentée. Un concours sera lancé pour que les Béninois proposent comment ils voient cette maison-là. Les Un artistes, concours. oui, pour les artistes, qui vont nous dessiner la maison Bénin, qui va être le symbole de la vision Bénin 2060, à la FIA, un monde de splendeur. Et donc, on a tout fait beaucoup. Et même au niveau des domaines, il y a le domaine sécurité qui n'était pas traité à part dans Alafia à cause des problèmes que nous savons aujourd'hui. Et le domaine éducation n'était pas traité à part dans Alafia. Donc, Alafia, c'était experte et ici, on a fait expertise. On a rajouté 3 domaines en plus pour pouvoir tenir compte des défis nouveaux. Et si je prends le scénario optimiste qui a été retenu Oui. pour pouvoir faire Alafia 2060, dépasse même le scénario Alafia qui était le scénario idéal de l'époque. Donc l'optimisme d'aujourd'hui, le monde que nous rêvons aujourd'hui, dépasse en termes d'indicateurs, en termes d'exigences, en termes de ce que nous rêvons pour les Béninois, ce que rêvent les Béninois pour eux-mêmes, ce qu'ils avaient rêvé en 2000. Et donc, vous aviez tout ça qui a beaucoup changé. Et on a vraiment par rapport, on a appris, et même la dénomination, je l'avais dit, Oui. la dénomination est plus courte pour permettre aux gens de retenir plus facilement qu'à la FIA. Et nous avions le cadre de performance avec des indicateurs qui sont mesurables, ce qui n'était pas le cas pour la FIA 2025. D'accord. Voilà. Pourquoi ce travail, ça peut vous paraître évident, mais je pose la question, pourquoi ce travail a été confié à votre ministère? Pourquoi pas à un autre ministère, monsieur Edon? C'est vrai que le ministère développement, coordination de relations gouvernementales, d'accord. Mais... Non, vous savez, au niveau national, le planificateur national, c'est le ministère du Développement. Et donc, la Direction générale des politiques de développement, dans ses statuts, a pour mission d'initier et de conduire les réflexions prospectives au Bénin. Donc, c'est vraiment la direction qui s'occupe de la planification au niveau national. Mais le travail a été l'idée par le PR lui-même, parce que le cadre institutionnel est décliné en 3 niveaux. Nous avons le Conseil national d'orientation et de réflexion prospective, qui était présidé par le PR et co-présidé par le ministre d'État. Et
il y avait aussi le ministre d'État des Finances, il y avait le CES et il y avait la représentation de l'Assemblée nationale dans le comité d'orientation qui est l'organe de supervision globale. Et nous avions le comité technique qui est présidé par le DC du ministère du Développement, co-présidé par le DC du ministère de l'Économie et des Finances et le représentant du BAI. Et ce comité englobe aussi bien les membres, ont pour membres l'administration, mais aussi les représentants des religieux. Nous avions la société civile et nous avions un peu de tout, des institutions qui sont représentées. Et le secrétariat technique a été conduit par la Direction générale des politiques de développement, appuyé par des experts que nous avons dit. Bon, je posais la question parce que je savais qu'on a un bureau d'analyse et d'investigation, donc on s'attendait que ce soit plus vers ce bureau. Ben, vous avez su mettre tous les acteurs tous les ensemble. Acteurs étaient ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'Assemblée nationale? C'est vrai que vous avez une majorité, mais vous n'avez pas toute l'Assemblée nationale à votre cause non plus, Monsieur Ridon. C'est vrai. Il faudrait qu'on a tout fait dans le travail pour que le travail soit dépolitisé. Et même parmi les focus group dont j'ai parlé, il y a eu des focus group à l'Assemblée nationale. Les députés ont participé et autres. Donc, aujourd'hui, il faut que tous les partis représentés à l'Assemblée nationale se disent que c'est une question de développement. Il s'agit du développement de notre pays et il s'agit du souhait des Béninois, ce que les Béninois ont rêvé. Étant représentants des Béninois, ils ne peuvent pas aller contre le souhait des Béninois. Donc, ce que j'attends, c'est qu'ils aient un regard critique, qu'ils apportent leur touche, mais qu'au final, on puisse s'entendre pour que ça reflète réellement ce que veulent les Béninois et qu'à la fin, ce document soit adopté à l'unanimité. D'accord, mais ce que veulent les Béninois, ça fait que sur ça, est-ce que cela sera, je vais dire, à votre actif pour convaincre la minorité de s'allier sur votre projet? Puisque la minorité, c'est vrai que vous n'avez pas dans la politique politicienne, mais la minorité aussi a des projets sur lesquels la majorité tarde et tout. Donc, elle peut chercher à vous rendre le coup puisqu'on parle d'un Bénin de développement, justement. Donc, ça doit avoir, on va dire, le OK, le quitus, la carte blanche de toute l'Assemblée nationale. Là, vous saurez que, bon, voilà, cette vision est validée de tous les Béninois. Oui, c'est ce que je dis. C'est pas la majorité, ils ont des députés qui sont très compétents, qui sont très intelligents. C'est plus la minorité qui nous intéresse. Non, je parle de la minorité. Non, la minorité, la minorité a des députés qui sont si nous parlons de l'intelligence collective, il n'y a pas de je suis de gauche, je suis de droite, je suis de la mouvance, je ne suis pas de la mouvance, je suis de l'opposition. Mais quand je prends même les députés de l'opposition, c'est des députés éclairés. C'est des personnes qui savent réfléchir, qui ont une bonne connaissance parmi eux des questions de développement. Et donc, qu'ils prennent le temps de lire et de s'approprier, de se poser la question de savoir est-ce que ça répond aux attentes des Béninois. Nous, on est prêts à fournir toutes les informations que nous avons collectées chez les Béninois, tout ce que les Béninois ont eu à dire, tout ce que les Béninois ont voulu, et le processus, on va les décrire. Et donc, la question, ce n'est pas de dire c'est le projet de loi d'un gouvernement. Ça aurait pu être eux qui sont en train de conduire ce projet de loi. La question, c'est de se dire, nous avons eu par le passé une boussole à la FIA 2025 qui arrive à échéance et il faut remplacer cette boussole-là parce que c'est important qu'un pays ait une vision prospective sur le long terme pour pouvoir atteindre les développements. Donc, il doit pouvoir se dire cela et en se disant cela, ils vont regarder avec leur vue en se disant, mais demain, nous-mêmes, on va pouvoir s'asseoir et cette balise-là, cet outil-là sera important pour nous. Et dans ce cas, qu'ils l'étudient clairement et que s'ils veulent amender, tout amendement est bienvenu. Nous allons discuter avec eux. Au final, c'est eux qui décident d'amender ou de ne pas amender. C'est-à-dire que c'est un projet de loi pour le Bénin. Comme ils avaient été mobilisés pour la loi cadre sur la planification, qu'ils ont reconnu comme étant nécessaire pour le Bénin et l'ont voté à l'unanimité, ils peuvent savoir que nous ne faisons que mettre en place, en œuvre, la loi cadre sur la planification que eux-mêmes ont votée.
à l'unanimité et qui nous obligeait à disposer de cette vision et à leur envoyer cette vision en projet de loi une fois que c'est disponible. Donc, ils nous ont commandé un travail qu'on a fait. C'est à eux maintenant de juger le travail, mais qu'au final, on s'entende pour qu'on puisse le voter à l'unanimité. Et s'il arrivait justement que vous n'avez pas l'unanimité, ça sera un goût d'inachevé chez vous? Quand je dis vous, toute l'équipe qui a consacré 2 années à pondre ce travail. Toute l'équipe technique? Toute l'équipe. Toute l'équipe. Toute l'équipe. On prendra comment ça viendra, mais j'ai foi qu'on aura l'unanimité parce que je sais que c'est les députés responsables. Ça, c'est trop vite dit. Mais au résultat, on évaluera. On reviendra ici. Absolument. Pour parler du vote de loi. Oui. Et à ce moment-là, vous verrez que j'ai raison, qu'ils ont voté à l'unanimité. Bon, peut-être que vous avez des pistes sur lesquelles vous comptez. On peut vous le concéder. Après l'adoption que vous espérez, ce sera la vulgarisation. Ça sera la vulgarisation, la déclinaison en plan national de développement pour ne pas avoir le vide qu'on avait eu avec Alafia, et la vulgarisation sera permanente tout le temps, pour que tous les Béninois le sachent et qu'ils l'aient. Il y aura aussi bien des outils électroniques qui seront utilisés. Il y a une plateforme dédiée à la vision qui sera opérationnelle bientôt, sur laquelle nous allons passer les informations, et tout Béninois qui veut voir le document une fois qu'il est adopté, ils peuvent aller le télécharger et avoir aussi les informations sur le processus avec lequel. Donc, la digitalisation sera utilisée à outrance pour atteindre nos frères qui sont à l'étranger. J'ai presque déjà posé la question, mais je me rappelle d'un nouvel élément que je veux vous soumettre. Cette vision, certainement, va prendre en compte la réduction de la pauvreté. On a lu ça et là qu'il y a le seuil de la pauvreté internationale, enfin, le seuil international de la pauvreté qui a été revu à 3 dollars aujourd'hui. Alors, ce document prévoit, parce que ça reste quand même une alerte pour un certain réagissement des politiques publiques, monsieur Edon. Si. Au moment, au niveau des indicateurs, l'indicateur qu'on a promis, c'était la pauvreté non monétaire, mais aussi la pauvreté monétaire. Maintenant, comme c'est revu à la hausse, nous allons aussi revoir à la hausse autour. Puisque avant, c'était à $1. À $1, oui. Aujourd'hui, on est à 3 $. Ça, on rajuste. Cela implique quoi concrètement? Vous qui gérez les politiques publiques. C'est ce que nous disons aussi. C'est comme le scénario critique dont je vous ai parlé. Et quand on sera en dessous, quand les indicateurs sont en train de tendre vers le scénario, les indicateurs du scénario critique, on sonne l'alarme. Donc, lorsque vous allez avoir la pauvreté monétaire ou la pauvreté non monétaire qui augmente, il faut sonner l'alerte, puisque toute politique est appelée à contribuer à la réduction de la pauvreté. La finalité de toute politique, c'est le bien-être commun. Et c'est pour que nous soyons tous ensemble heureux et que nous réduisions au maximum. Les inégalités ne seront jamais nulles, mais nous pouvons les réduire au maximum et réduire au maximum la pauvreté. Même les pays les plus développés au monde ont des pauvres. Mais leurs pauvres, c'est une question de standard qui augmente au fur et à mesure que votre développement augmente. Donc, c'est un peu ça. Donc, ces indicateurs nous servent de balises et de signaux au niveau de la mise en œuvre des politiques. 3 $, ça va faire presque 2000. Le SMIC, il est à 52 000. D'ici 2060, on peut s'attendre à une réévaluation de ce niveau-là du seuil. D'ici 2060, si la vision est mise en œuvre comme prévu, la production nationale dépassera cela. La richesse nationale sera multipliée par 3 ou 4. Et dans ce cas, le salaire minimum va augmenter, puisque plus vous devenez riche, plus vous augmentez aussi les salaires. Et donc, cela n'est pas un souci. On doit travailler à ça. D'accord. Allez, nous sommes en train de finir, docteur Cyriaque Edon. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur ce projet que vous avez transmis à l'Assemblée nationale. Je pense que l'essentiel est dit et que, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, ça a été, il faut regarder, 2 années et demie de travaux accélérés avec un volume d'informations collectées chez tous les Béninois qui est très dense, des études thématiques, des études monographiques. Et aujourd'hui, nous avons un fruit qui est là, qui est le rêve du Bénin que nous voulons et qu'on a appelé Bénin Alafia 2060, un monde de splendeur, qui vient consolider les acquis de mise en œuvre de Alafia et continuer sur les rêves des Béninois pour que nous ayons un pays de paix, un pays
prospère, un pays de rayonnement culturel et international, mais tout ça pour notre bien-être commun. Et ce que nous cherchons pour toute finalité de politique, c'est le bien-être commun. Après avoir fini de rêver le Béninois, il est attendu de lui qu'il travaille. Voilà, donc c'est pour cela que nous allons nous mettre tous au travail pour opérationnaliser ce document une fois que ce projet de loi sera voté par l'Assemblée nationale. Mais j'ai foi parce que c'est l'occasion pour moi de saluer toutes les personnes qui ont participé à ça, à commencer d'abord par le leadership du chef de l'État qui a été traduit par le leadership du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Féliciter tous les membres des équipes techniques qui ont fait des sacrifices. On a eu, tous les Béninois ont été mobilisés parce qu'ils avaient envie de porter. On a fait appel à nos anciens qui ont élaboré à la FIA 2025, qui sont encore là, et les doyens n'ont pas hésité à se mettre dans la marche pour contribuer à cette réflexion. On a fait appel aux plus jeunes, on a fait appel à des anciens ministres du Bénin, à des personnes qui ont participé à l'action publique dans ce pays et qui ont vraiment adhéré à ce processus-là. Donc, on a montré que quand on se met ensemble, le génie béninois opère et l'intelligence collective donne quelque chose d'important. Et c'est ça que nous venons de voir là, c'est le produit de réflexion de toutes les couches béninoises et de la solidarité dans l'action des Béninois. Moi, je vous ai dit, le gouvernement a décidé a fait l'effort de financer entièrement et les experts ont fait l'effort de ne pas facturer leurs horaires aux frais habituels qu'ils auraient pu le faire. Je m'attendais à entendre du gratuit. Non, je le considère comme du bénévole pour le pays. Parce qu'en réalité, on a des personnes, de par leur calibre, on sait combien ils pouvaient demander au taux homme-jour, mais ils ont accepté les taux homme-jour que nous leur avons proposés parce que ils ont d'abord voulu adhérer au projet commun pour le développement de notre pays. Et donc, la représentation nationale va jouer maintenant sa condition. Et encore une fois, ils peuvent faire appel à des experts. Ils ont la possibilité de commander des cabinets pour examiner le document. Parce que c'est un document qui est important, qui engage un projet de loi qui engage notre pays sur 35 ans. S'ils ont besoin d'expertise, ils doivent faire appel à ces expertises-là. S'ils ont besoin qu'on leur explique des choses, nous, on est disponible. Donc, c'est parti pour un bon moment d'étude voilà. de ce que vous leur avez transmis. On est prêt à les accompagner. Mais il faut que cela soit aussi adopté dans la session qui est en cours, puisque cela conditionne la suite des travaux pour pouvoir avoir un cadre de planification il n'y aura pas de discontinuité, puisque c'est la discontinuité qu'on a reproché à ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, voire même depuis les indépendances. On connaît ces problèmes-là. Voilà, on ne peut pas aller au cœur du projet puisqu'il est transmis à l'Assemblée. L'auteur et donc préfère que les débats se fassent d'abord au sein des différentes commissions de l'Assemblée nationale afin de nous présenter le cœur même du projet. Vous en savez beaucoup déjà. C'est vous qui estimez que c'est beaucoup. Nous avons eu quelques lignes, surtout les scénarios que vous avez eu à faire, ce sur quoi vous vous êtes accentué, les axes stratégiques également, les indicateurs qui permettront aux Béninois en 2060 de dire que nous avons réussi Bénin à la FIA 2060, un monde de splendeur. Vous savez désormais tout ça, c'est ces éléments, mesdames et messieurs. Dès que les débats vont démarrer, nous serons à l'écoute et pourquoi pas, au besoin, réinviter Monsieur Edou pour Monsieur Edon pour nous faire l'évaluation au fur et à mesure. On va s'en arrêter là, Monsieur Edon. Je vous laisse le temps de conclure, sauf si vous avez dit l'autre conclusion, évidemment. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a déjà dit l'essentiel pour conclure. Et on a hâte que les débats commencent au niveau de l'Assemblée nationale. Et on espère vraiment que ce document sera adopté, ce projet de loi sera adopté à l'unanimité. Et encore une fois, mes remerciements à tous les Béninois qui ont pris le temps de participer. Je voudrais parler aussi bien de ceux qui ont consacré leur temps pendant les collectes dans les villages, qui ont abandonné les champs pour venir parler, s'exprimer et apprécier même ces trucs-là. Même des enfants, des pré-ados
et des ados qui ont participé aussi, et toutes ces personnes qui ont sacrifié de leur temps dans les différents travaux et qui sont venus et qui ont aidé à conduire cette réflexion-là. Donc, je dis un grand merci à tous ces gens-là. Le fruit de leurs travaux, le fruit de leur participation est aujourd'hui disponible et est transmis à l'Assemblée nationale pour que cela soit concrétisé par une loi, afin que tous ces travaux ne soient pas vains. Bien de courage à vous pour la suite, puisque les députés auront besoin de votre expertise ainsi que celle des autres qui ont travaillé là-dessus pour plus d'éclairage. Merci beaucoup, Monsieur Edon. Je rappelle que vous êtes le directeur des politiques de développement du ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Mesdames et messieurs, nos échanges ont été riches en enseignements. Nous avons décortiqué Benin Alafia 2060, un monde de splendeur, plus qu'une vision, un contrat pour l'avenir, explorant bien évidemment les raisons d'être d'une projection à long terme, sa co-construction avec les forces vives de la nation et les mécanismes mis en place pour assurer sa pérennité. Ce que nous retenons, c'est que Benin Alafia 2060 n'est pas qu'un simple document, c'est un engagement collectif, un pacte intergénérationnel qui transcende les mandats politiques et les conjonctures. C'est la boussole même qui doit guider nos actions pour construire un Bénin de splendeur où il fait bon vivre, comme l'ont si bien exprimé les citoyens consultés et rapportés sur ce plateau par monsieur. Et dans la transmission d'un projet de loi au Parlement est un signal fort garantissant l'ancrage juridique de la pérennité de cette vision et la flexibilité dont elle a été dotée, comme nous l'avons appris, permettra de s'adapter aux imprévus sans pour autant dévier du cap fixé en 2060. Lorsque nous allons regarder en arrière les indicateurs de succès que nous avons évoqués, niveau de vie, qualité de l'éducation, développement durable, seront le témoignage concret de la réussite de cette vision. Mais au-delà des chiffres, c'est la prospérité partagée de la résilience de notre nation qui attesteront donc de l'impact de ce contrat pour l'avenir. C'était les détails à savoir sur Benin Alafia 2060 avec notre invité. Mesdames et messieurs, merci d'être restés jusqu'à cet instant qui marque la fin de nos échanges avec notre invité. Le programme va se poursuivre et vous qui nous avez pris au vol, cette émission reste disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et téléchargez l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. Le programme se poursuit, ETélé avec vous.